concernant ma conférence, je l'avais présentée une première version au congrès de la FAC en 2005. Et puis, j'avais présenté ensuite au colloque de 2008, quand on était au Cosmodome, la présentation. Disons que mon équipement a évolué. Je me suis acheté de nouveaux équipements. Alors, ce matin, ce que je vous présente, c'est la mise au point de ce, comme on dit, de l'équipement. Bon, la petite convention, c'est que vous avez chacun des lunettes anaglyphes. Alors, c'est l'œil rouge, l'œil gauche vis-à-vis le filtre rouge. Alors, voici, on va faire un bref plan de présentation. Premièrement, un bref historique du projet. Ensuite, les notions de base sur la vision 3 dimensions. Disons qu'il y a une chose que je tiens à m'excuser là, avant de commencer, c'est que la conférence est technique, mais très vulgarisée, et j'ai quelques petites formules mathématiques de base en trigonométrie que, comme on dit, je vais vous présenter rapidement, mais pour ceux qui la chose intéresserait, ben vous pourrez les, comme on dit, les consulter lorsque la conférence sera disponible sur Internet. Alors, ensuite, on va faire un survol des mouvements de libération de la Lune. La technique de prise de photo avec une APN, c'est-à-dire un appareil photo numérique, comme en tout cas, on va le voir tout à l'heure. La technique de prise de photo avec une CCD planétaire. Ensuite, la partie sur laquelle on va s'attarder un petit peu plus, c'est le traitement des images nécessaires pour la réalisation de nos photos en 3D. J'ai à vous présenter des photos réalisées, c'est pour ça que vous avez les lunettes. Et finalement, les conclusions puis la continuité du projet. OK. Alors, pour faire un bref historique, ben c'est ça, c'était un projet que j'avais commencé à réaliser en 1982, ça fait déjà 35 ans, mais c'est-à-dire qu'avec avec la photographie conventionnelle sur pellicule argentique, c'est un projet qui est assez difficile à réaliser, mais j'ai quand même réussi à faire une photo en 1982. Et je vous dirais qu'il fallait effectuer des essais photographiques au foyer primaire du télescope avec la méthode du chapeau. Là. Je pense que tout le monde, vous comprenez la méthode, pour éviter de faire bouger la caméra et le télescope. Ensuite, on développe nos photos et si elles étaient surexposées, ben, il fallait reprendre nos poses. Alors, j'ai perdu bien du temps, comme on dit, à développer, à reprendre mes photos parce qu'elles étaient sous et surexposées, puis qu'on voyait mal les détails sur la Lune. Par contre, j'ai réussi cette photo-là, que j'ai, comme on dit, quand j'ai retrouvé les photos, j'ai dit, oh, je pense que je vais risquer de faire une photo anaglyphe juste pour le montrer, mais le résultat ne tient pas compte de la réalité. Alors, la première photo réalisée en 82 m'a prouvé que c'était possible à réussir. C'est ce qui me reste des photos. Les négatifs ont disparu. Disons que c'est un petit fait inusité. C'est que je suis allé les porter dans un magasin de photos. Je n'aimerais pas le nom de magasin, mais ce qui s'est arrivé, c'est que j'étais à Québec. Comme on dit, l'imprimerie des photos se faisait à Montréal et ils ont perdu les négatifs. C'est vraiment sur le négatif que je voyais avec un stéréoscope l'effet 3D. Alors, j'ai essayé avec les photos imprimées, puis ça donne pas le résultat escompté. Vous pouvez mettre vos lunettes, mais c'est vraiment pas je l'ai mis, mais c'est vraiment pas le détail escompté. Alors, on va passer à la suivante. C'est qu'avec la photographie numérique, là, c'était, comme on dit, un projet plus facile à réaliser avec les appareils photo numériques tels que les Nikon en 2005 et ensuite le traitement d'images sur ordinateur. Avec les APN, ben c'est ça, il y a un déclencheur électronique à distance. Ça élimine les vibrations lors du déclenchement. C'est le cas de la Nikon Coolpix 4500 avec laquelle j'ai commencé et la Canon Rebel T3i avec laquelle je poursuis actuellement. Alors, les résultats sont immédiats, puis je fais des corrections de pause en quelques secondes.
Maintenant, on va voir brièvement les notions de base sur la vision 3D. C'est que la vision 3D, c'est tout simplement une observation binoculaire, c'est-à-dire avec les deux yeux. C'est que la vue d'un objet sous deux angles différents, comme le font les yeux, permet à notre cerveau de voir deux images presque identiques. C'est notre cerveau au niveau du cortex visuel, mais je ne m'embarquerai pas dans les définitions médicales, nous permet d'apprécier l'effet 3D en profondeur, l'effet de profondeur. Bon, il y a deux définitions ici que j'ai trouvées importantes à souligner. Premièrement, la parallaxe, qui est l'angle θ que vous voyez ici, là. C'est le changement de position horizontale sur une image d'un même objet vu par chaque œil par rapport à deux images quasi identiques. Et c'est la mesure angulaire θ. Maintenant, j'attire votre attention sur le mot horizontal qui est souligné en rouge. Et à la fin, un peu plus loin dans la conférence, on va revenir sur cet item-là qui est bien important. Ensuite, le pouvoir de résolution de l'œil, c'est le plus petit déplacement horizontal perceptible par l'œil. Il est en moyenne de 1 minute d'arc. Et ça, j'ai vérifié avec des personnes au planétarium Rio Tinto. Et puis, ils m'ont dit que ça avait bien du bon sens. J'ai un calcul ici dont je vous fais grâce. C'est un calcul bien simple, mais c'est pour montrer qu'en moyenne, à partir d'une profondeur de 250 mètres, notre vision ne perçoit plus l'effet 3D. La solution pour photographier la Lune en 3D est la suivante. C'est qu'il nous faut trouver un moyen de photographier la Lune sous deux angles différents légèrement semblables. Or, la solution, ça consiste à photographier deux croissants identiques, mais dont le moment de chaque pose est espacé dans le temps d'un par rapport à l'autre, d'un ou plusieurs mois, et avoir la même position du terminateur par rapport au cratère. Ça, vous allez le voir dans les prochaines diapositives disons que la Lune, de mois en mois, le premier quartier ne se retrouve pas exactement aux mêmes positions par rapport au cratère. Donc, on laissera intervenir l'effet des librations pour obtenir deux angles de pose différents. Alors, on va faire un bref rappel des mouvements de libration de la Lune. Premièrement, la libration, c'est une oscillation de la Lune autour d'une position moyenne ou léger balancement apparent autour de son axe que l'on aperçoit depuis la Terre. On reconnaît 4 sortes de librations de la Lune, mais pour nos besoins en 3D, on retient uniquement la libration longitude et la libration en latitude. Juste une petite parenthèse, c'est que la libration due à la rotation de la Terre disons, autrement dit, prendre une photographie le matin puis prendre une photographie le soir de la Lune, ça ne fonctionne pas parce que la Lune n'est pas au même angle, mais la libration est de seulement 2 degrés et n'est pas suffisante pour voir l'effet 3D. La libration à longitude, c'est ça. C'est un balancement qui s'explique par le fait que la vitesse de rotation de la Lune sur elle-même est constante, alors que sa période de révolution est accélérée au périgée, c'est-à-dire le point de l'orbite le plus près, et retardée à l'apogée, le point de l'orbite le plus éloigné de la Terre. Cette libration est de 7 degrés, donc c'est un paramètre qu'on va tenir compte. La libration en latitude, maintenant, c'est ça, c'est un balancement dû au fait que l'axe de rotation de la Lune n'est pas perpendiculaire au plan de l'orbite. Donc, cette libration, c'est ça, est de 6 degrés 41 minutes. Donc, les deux librations se combinent. Et l'effet combiné nous donne ceci, à peu près, que j'ai réussi à monter à partir de la classe virtuelle de la Lune. Et la prochaine est un petit peu vite, mais sur mon ordinateur, elle était très lente. Vous voyez? Alors, vous voyez avec les croissants ce que ça donne. Alors, voici. Je vais vous parler maintenant de la technique de prise de photo avec un appareil numérique. C'est que le problème, ce qui est très important, c'est de prévoir les dates pour les prises de photos afin de photographier deux croissants quasi identiques.
C'est-à-dire que, comme je vous disais tout à l'heure, que le croissant se retrouve à la même position par rapport aux divers cratères. On a deux outils qui me facilitent ce travail. Premièrement, l'Atlas virtuel de la Lune, qui fait très bien ce travail, qui se charge gratuitement sur Internet. Et Choilix de Jean Vallière, que je salue, qui est en arrière, je pense, qui me sert beaucoup pour, comme on dit, mes librations, puis pour faire mes calculs que je vais vous montrer à la fin. Alors, lorsque nous avons planifié les dates des prises de photos avec ce logiciel, on se croise les doigts pour que Dame Nature nous accorde un temps dégagé pour nos dates prévues. Mais j'ai été chanceux en 2005. J'ai eu un premier quartier les 25 juin, 25 juillet, 23 août 2004, puis le 14 juillet 2005, qui ont été favorables. Alors, voici ce que ça donne. Deux photographies. Vous voyez la prévision pour le 25 juin, puis la prévision pour le 14 juillet. Vous avez ici un cratère comme on dit, qui frôle le terminateur, qui est Eratosthène. Alors, si on regarde, je me suis amusé à faire, de sortir les premiers quartiers tout au long de l'année 2017. Et vous allez voir que ça frôle. Il y a certaines, de mois en mois, ça varie beaucoup, comme vous le voyez. Mais c'est jamais à la même position par rapport au croissant. Et ça bouge beaucoup. En septembre, 27 octobre, 26 novembre, et voilà. Alors, ça vous donne une idée que comme on dit, faut considérer nos premiers quartiers, d'un mois en mois, il faut les prévoir. Maintenant, la technique de photo, mettons, avec une APN. C'est qu'en 2004, j'ai pris mes photos avec une monture équatoriale CG5 de Celestron motorisée sur les deux axes que je vais vous montrer sur la prochaine diapositive. Il y a deux choses que je recommandais, que j'ai vérifiées. Premièrement, j'avais un Celestron, j'ai un Celestron 8 pouces Schmidt-Cassegrain. Alors, il est bien important de faire une bonne vérification de la collimation de l'optique parce que les premières photos, j'ai eu beaucoup de misère parce que mon optique n'était pas collimatée comme du monde. Et ensuite, je conseille fortement de prendre de 15 à 30 clichés identiques pour pouvoir additionner avec Registax, ce qu'on va voir tout à l'heure. Bon, alors, pour mes photographies en 2004, ben c'est ça, j'avais ici la Coolpix de Nikon. J'avais ma CG5. Disons que la CG5, j'ai eu des gros problèmes avec la télécommande en hiver. Quand je prenais mes photos, ça suivait pas. Maintenant, la commande gelait, puis ça suivait pas. Fait que j'étais obligé de téléphoner à Robert Lott, à la Maison de l'Astronomie, pour avoir une nouvelle télécommande. Puis à ce moment-là, j'étais obligé de me faire un équipement pour réchauffer la télécommande. Alors, ça a été bien des problèmes. Ensuite, la monture est équipée d'une visée polaire, ça c'est bien important. Puis le télescope, c'est un 8 pouces avec une ouverture de f10, Schmidt-Cassegrain, avec un oculaire 28 mm que j'ai pris chez Scoptronic, qui était vissé dans l'oculaire et qu'on voit ici un petit peu, entre la caméra et le télescope. Puis aussi, ce qui est bien important, c'est un pare-buée et un élément chauffant pour la lame correctrice parce que je me suis ramassé avec bien de la buée. En 2017, ben là, ça a été, comme on dit, j'ai changé ma monture, puis là, ça a été une merveille. J'ai pris des photos avec la HX5 Skywatcher avec contrôle motorisé en ascension droite et l'option Go-To. Ça, c'est comme on dit, c'est fantastique. La monture est équipée aussi d'une visée polaire. La monture c'est que la monture est équipée du suivi du mouvement orbital de la Lune, le Lunar Tracking, on va vous montrer tout à l'heure, que je vais vous montrer sur les prochaines, pour voir comment ça suit le mouvement de la Lune. Et une batterie, un power pack ici pour alimenter mon ordinateur puis le pare-buée. J'ai l'ordinateur avec lequel j'ai le logiciel que
comme on dit, quand je prends mes photos à l'extérieur. Ensuite, l'ordinateur portable pour le contrôle des images et le télescope qui est muni d'un moteur focus. Muni, c'est ça, d'une mise au foyer motorisée, moteur focus ici. Parce que lorsque je prends mes photos, si je prends la manette qui est ici, le miroir se déplace, puis ça fait vibrer ma lune, puis j'ai beaucoup de misère à faire le foyer. Alors qu'avec le moteur focus, j'ai aucun problème. Alors, je me suis ramassé avec une chose, mais les 2 prochaines diapositives, c'est pour que je m'explique comment ça se fait que j'avais 2 photos, mais de grossement différents. C'est que j'ai utilisé une bonne vieille formule s'appliquant à la photographie numérique. Ça, j'ai utilisé ma T3i, ma Canon Rebel T3i, pour en premier voir l'ensemble de ma lune, pour voir, autrement dit, identifier après ça, avec le grossissement de la T3i, de la CCD, mes différentes photos. Alors, j'ai une formule mathématique ici, une bonne vieille formule qui était la dimension d'image est égale à la longueur focale fois la tangente de l'angle réel de la Lune qui était de 1,5 degré. Et comme on dit, la dimension du CCD est de 22,3 mm, donc ce qui veut dire que ça me donnait une image, une plus petite image de la Lune. Maintenant, avec ma CCD, ben là, j'obtiens une dimension, c'est-à-dire une dimension de 8 minutes d'arc, c'est parce que le CCD est plus petit au foyer primaire du télescope. Que j'avais, je ne sais pas si on peut le montrer, Michel voit la vidéo. Bon, vous voyez ici comment ça suit bien. J'étais directement sur la Lune, grossi, et il y a beaucoup de turbulences parce que je suis dans un quartier, puis je photographiais au-dessus des maisons, fait que beaucoup de turbulences atmosphériques. Mais avec Registax, j'ai réussi quand même à réussir pas mal de quoi d'intéressant. On voit ici la mer des Nuées avec le mur droit, puis le cratère Burt's. OK, alors, ce qui veut dire que l'option sur la monture Lunar Tracking, c'est ça que je me suis servi, et puis ça suit numéro 1, puis je peux après ça déplacer sur différents quartiers de la Lune, sur différentes portions de la Lune, de mon croissant, mon télescope. Alors maintenant, la photo avec un APN et le traitement d'image. On est rendu peut-être à la partie importante. Alors, on est rendu à l'étape cruciale en vue de réussir nos photos en 3 dimensions. Après la prise de photos, il nous faut les traiter. Alors, on va premièrement additionner nos images en vue d'obtenir une photo d'une meilleure qualité puis d'éliminer la turbulence atmosphérique. Bon, une fois chacune de nos 2 séries de photos identiques additionnées à tour de rôle, c'est-à-dire les photos de la vue de gauche et les photos de la vue de droite, de l'œil droit, nous allons procéder à la manipulation de nos deux images dont le résultat permettra de créer l'effet 3D recherché. C'est de cette étape que dépendra tout le succès du projet. Alors, on commence par additionner avec Registax, qui est bien sûr gratuit sur Internet et qui fait des merveilles. Premièrement, l'image brute du 13 octobre 2017 que j'ai pris, et puis mon addition de 20 images additionnées, on voit nettement les cratères mieux ressortir. Alors, vous voyez ici un échantillon du mode vidéo de la partie de la Lune avec le mur droit. Et la prochaine, c'est ça, c'est l'image qui a été traitée avec, j'ai essayé d'ajuster le contraste, tout ça. Là, mon but, c'était de produire une image 3D avec le mur droit, qui est toujours mon idée, mais j'avais prévu prendre une photographie le 11 novembre du même cratère. Mais cependant, je n'ai pas été chanceux parce que la Lune était, le dernier quartier était presque au zénith, sauf que ça s'est dégagé en fin de nuit, puis la turbulence, puis les nuages, ça joue au fou. Fait que je n'ai pas été capable, mais par contre, je me promets de m'essayer le 11 décembre et je pourrai transmettre à Denis les résultats du 3D lorsqu'ils seront disponibles. Maintenant, on va y aller avec un petit peu
un petit peu de théorie, c'est que s'il n'y avait pas de libration sur la Lune, le milieu de la face visible de la Lune serait toujours à la latitude 0 et la longitude 0 degré vue du centre et la photo 3D ne serait pas possible. Alors, on utilise la longitude et la latitude sélénographique de la Terre, qui sont les coordonnées de la surface lunaire où le centre de la Terre est au zénith dans le ciel lunaire. Là, vous reconnaîtrez des images prises à partir du logiciel Chenix. Alors, vous avez, pour le 25 juin 2004 et le 14 juillet 2005, vous avez les deux images que ça donnait. Ici, il est bien important, je vais y revenir tout à l'heure, mais comme vous voyez ici, il y a un déplacement du croissant, mais le déplacement n'est pas horizontal, est incliné. Et, OK, ça, je vous fais remarquer, et j'y reviens dans 2 secondes, dans 2 minutes. Ensuite, il est préférable d'aligner nos deux images ensemble par rapport au pôle Nord, car l'angle de position du pôle Nord peut varier entre deux poses. Cet ajustement peut se faire avec le logiciel Photoshop. Bon, alors, pour mes deux croissants, j'ai sorti les longitudes sélénographiques et la latitude sélénographique. Les deux données vont me servir pour faire mes calculs finaux. Bon, alors, c'est l'étape déterminante. Et pour réussir l'effet 3D, il nous faut ajuster chaque image afin que la variation ou le changement de libration résulte en un déplacement horizontal, du changement de position des cratères ou de la surface lunaire de la vue de gauche par rapport à la vue de droite. Ce qui arrive, c'est que pour ce faire, il s'agit simplement de faire pivoter chaque photo avec Photoshop d'un angle que nous allons calculer. Et c'est le logiciel de gens qui m'aident à me fournir les données. Alors, comme vous voyez, j'ai le déplacement, mais pour calculer mon déplacement, j'ai sorti en 2004 toutes les librations des premiers quartiers, des premiers quartiers pour l'année 2004 et 2005, et les deux que j'ai besoin, vous voyez, sont ici. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il nous faut à ce moment-là, je prends ces données-là, j'effectue un petit calcul, je prends la différence de latitude, qui est 4,38 degrés, la différence de libération en longitude, 0,21 degrés, et mon angle de rotation, c'est tout simplement l'arc tangente, c'est ça, c'est un petit calcul de trigonométrie de base, qui est égal à la différence des librations en longitude, à latitude sur la libération en longitude, et ça me donne un angle de rotation de 87,5 degrés. Alors, c'est cet angle-là ici. Alors, ce que je vais faire, c'est simplement, c'est que je prends mon premier quartier, puis avec Photoshop, bien à ce moment-là, ici, j'étais avec PaintShop Pro à l'époque, mais avec Photoshop, on peut le faire. On fait la rotation de nos deux images avec l'angle calculé de 87,3 degrés. Je ne vous dis pas qu'on réussit du premier coup, parce que j'ai été obligé de faire 2, 3 essais et erreurs. Mais ça ne fait rien. J'ai fini par obtenir le résultat, puis vous allez voir les résultats tout à l'heure. Maintenant, dernier paramètre important, c'est qu'entre deux premiers quartiers, c'est ça que j'explique ici, là, entre deux premiers quartiers, la Lune n'est pas à son même point par rapport à la Terre. Sur un premier quartier, elle est plus proche, sur l'autre premier quartier, elle est plus loin. Alors moi, je suis obligé de redimensionner ma plus grosse diapositive pour la mettre à la dimension de la plus petite diapositive, de mon plus petit croissant. Ça se fait encore là. Ça se fait sur sur Photoshop. Et maintenant, on va passer, vous pouvez me mettre vos lunettes, on va passer tranquillement sur cette partie-là ici. Vous avez le premier essai que j'ai fait, la pleine lune du 24 décembre 2004 et du 25 janvier 2005. En passant, je remercie Michel Renaud qui m'a fait le traitement d'image avec Photoshop. Parce que pour, autrement dit, voir un meilleur effet
3D de la Lune avec un fond de ciel, mais vous savez bien que le fond de ciel étoilé, on ne le voit pas lors de la pleine Lune. Il y a une chose que je veux vous faire remarquer, peut-être que les photos vont être mieux vues sur un écran d'ordinateur. Hier, j'ai fait un test, puis avec Denis, on a trouvé que sur un écran d'ordinateur, les photos ressortent mieux, mais ça ne fait rien. Vous allez voir quand même l'effet sur l'écran. Ici, vous avez le premier quartier, 25 juin et 25 juillet 2004, avec la méthode que je vous ai décrite, que je viens de vous décrire. On voit surtout la sphère, mais on ne voit pas encore le relief lunaire, qu'on va voir un peu dans l'année prochaine. Et ici, finalement, le premier quartier du 25 juin 2004 et du 14 juillet 2005. Bon, sur les prochaines, je me suis amusé à rapprocher mes images à partir des premiers croissants. J'avais pas encore ma webcam planétaire, fait que je me suis amusé à grossir. Et puis, on commence à voir l'effet de relief, premièrement, de la Lune et des Apennins, la chaîne de montagnes des Apennins. OK? Sur la prochaine, ici, on voit vraiment l'effet de sphéricité avec les différents cratères qui sont Archimède et Platon. Celle-là, je vous l'avais dit, j'ai sauté de joie quand je l'ai réussi. Quand je l'ai vue, là, j'ai lâché une couple de mots qu'on ne dit pas en public dans ma chambre. Ma femme me dit à l'époque, elle dit « Qu'est-ce qui se passe là? T'es-tu encore en maudit? » Je dis « Non, je viens de réussir. » Et ici, une photo que m'a recadré Michel Renaud, Archimède et Vallis Alpes. Bon, j'ai ici Copernic, cratère Copernic. J'ai utilisé la mauvaise couleur, mais vous m'excuserez si la couleur n'est pas la même, mais c'est un Français qui me l'a envoyé. Et puis, je lui avais donné quelques trucs, puis j'ai dit, donne-moi tes librations, puis je vais te donner, je vais m'organiser avec les photos, je vais m'organiser avec le reste. Puis c'est ce que j'ai réussi à produire. Puis je me suis trompé de couleur dans mon Anaglyph Maker. Mais on voit quand même l'effet 3D du cratère Copernic. Bon, maintenant, on va passer à la partie. Je m'attaque ici à la partie avec un CCD planétaire, Neximage de Célestron. Bon, comme je vous ai montré, j'ai mon moteur focus. J'avais simplement un correcteur pour pas que mon image soit trop grossie, un correcteur de focale à 6.3, f6.3, puis ma Neximage de Célestron. Alors, l'utilisation d'une caméra planétaire Neximage de Célestron, ce qui arrive, c'est que pour les photographies prises à un mois d'intervalle, différence de libération à peu près 4 degrés, l'effet 3D ressort bien, mais pour montrer l'effet de sphéricité. Toutefois, si on désire ressortir l'effet 3D des cratères et des montagnes, il nous faut grossir davantage. Bon, ceci implique qu'il faudra prendre des photographies à plusieurs mois d'intervalle entre les prises de photos pour aller chercher une différence de libération de 10 à 14 degrés. Et pour ce faire, on peut utiliser une CCD planétaire qui, avec le télescope Schmidt-Cassegrain, 8 pouces f10, permet de grossir la Lune et d'obtenir un plus petit champ de vision. Alors, vous avez ici l'image brute des Apennins et l'image traitée avec Régistax, qu'on voit nettement, qui est nettement améliorée. Bon, ici, remettez vos lunettes. On va voir deux images. Donc, la photographie de Copernic, prise le 11 avril 2003 et 20 mars 2005. Comme vous voyez, la photographie est inclinée. Alors, c'est le traitement par Photoshop que j'ai dû utiliser pour aller chercher, comme on dit, l'effet 3D.
et le déplacement horizontal que je vous parlais. Et finalement, le cratère Clavius, qui m'a été fourni par Martin Bernier de Sainte-Liboire. Donc, Martin m'a donné les bonnes informations. Alors, c'est moi qui ai traité, mais c'est lui qui a pris les deux photographies. Mais par contre, ce que je voulais dire, ce qui est bien important, c'est que la photographie est un petit peu difficile parce que à voir, disons, sur l'écran d'ordinateur, j'ai beaucoup de misère. Peut-être que sur l'écran, le haut est un petit peu difficile, plus difficile que le bas de l'image. Maintenant, ici, j'ai deux photographies. On sort un petit peu de la Lune. J'ai deux photographies prises en 2005 et 2006 de Saturne, où est-ce que l'angle comme on dit, des anneaux variait. Alors, c'est ce que j'ai réussi à sortir comme effet 3D. Et finalement, ben c'est ça, il y a d'autres possibilités en 3D qu'on peut s'attaquer. Ça, j'ai pris ça sur Internet. Il y a Jupiter, il y a Saturne, la Lune, Vénus, le croissant, et puis Mars. Disons que je serais intéressé premièrement à m'attaquer à Jupiter éventuellement. Mais avec Jupiter, il n'y a pas de déplacement horizontal. Il n'y a pas de changement de déplacement horizontal. Tu mets ta caméra, tu photographies, tu ne bouges pas ta caméra, tu la laisses en place, tu laisses à peu près une couple de minutes, tu reprends une autre photo, et puis tu as ton déplacement horizontal. Il s'agit tout simplement de mettre ça sur l'Anaglyph Maker, et puis on obtient une photo 3D. Donc, la conclusion et la continuité du projet, c'est qu'il y a deux choses qui sont bien importantes à mentionner. Premièrement, la monture HX5 de Skywatcher, je dirais que c'est un outil pas mal idéal pour les prises de photos de la Lune avec l'option suivie de la Lune, Lunar Tracking, qu'on appelle en anglais. De même, la CCD planétaire Next Image de Celestron, c'est un outil que j'ai trouvé très pratique, puis un logiciel de capture d'image qui se maîtrise très bien. Je l'ai reçu en octobre, et puis, pas en octobre, excusez, en septembre. Puis en octobre, comme on dit, j'ai fait quelques essais, puis capable quand même assez bien de saisir mes images. Donc, j'envisage de faire d'autres photos axées sur d'autres phases de la Lune et une banque d'images 3D. Et monter une banque de photos 3D sur la Lune qui pourrait servir à des fins éducatives. En fait, mon but maintenant que j'ai réussi à mettre la méthode au point, c'est tout simplement de monter une banque de plusieurs diapositives, puis même que je me suis procuré un livre qui s'appelle Atlas de la Lune, puis qui me facilite l'identification de tous mes cratères, puis de découvrir les zones pittoresques sur la Lune. Alors, la prochaine conférence que je pourrais venir vous présenter dans un éventuel colloque, ça serait la méthode que je viens de vous présenter ici, mais très résumée avec les détails des cratères, des photos de cratères. Et en terminant, je dirais qu'il y a plein de possibilités passionnantes dans l'application de la photographie 3D destinée à l'astronomie qui pourrait servir à des fins pédagogiques et l'enseignement de l'astronomie dans les écoles. Ça, disons que j'ai envoyé, les quelques photos que j'ai réussies, je les ai envoyées à différentes personnes qui s'occupent de l'éducation. Et puis, ils trouvent ça très intéressant à voir. Même que cette conférence-ci, je la présente dans Beauce, à une classe en astronomie au cégep Beauce-Appalaches le 6 décembre prochain. Alors, un gros merci encore à Michel Renaud et puis à Martin Bernier qui m'ont beaucoup aidé dans le montage, dans ce montage-là. Je vous laisse en terminant mon adresse de courrier personnel, mes deux adresses. Si vous avez des questions, peut-être qui demandent une réponse plus approfondie, bien, ça me fera plaisir d'y répondre par Internet. Aussi, je suis abonné sur le Forum Astronomie Québec, donc on pourra échanger là-dessus. Alors, on est rendu à la période des questions. Il y a deux questions.
Est-ce qu'il y avait une raison particulière de choisir le premier quartier pour prendre vos photos ou on aurait pu prendre des photos de la Lune un peu moins âgée, comme de 3-4 jours? Quand j'ai commencé le projet, je travaillais. Et puis, disons que pour le dernier quartier, je me levais à 3 heures du matin. Je trouvais ça pénible pour la performance au travail. Alors, quand j'ai commencé, j'ai dit, tiens, je vais commencer avec le premier quartier qui est visible après le souper en hiver, puis le long de la soirée en été. Et puis, c'est ça, j'ai réussi mes premières photos. Et puis maintenant, ben, mes photos que j'ai prises cette année, je les ai prises sur le dernier quartier. Puis là, parce que j'étais à la retraite, puis je me levais à 3 heures du matin, mais là, ça me dérange pas. Je récupère dans la journée. Merci. OK. Oui, pardon. OK. Une question, tu parlais de la caméra Celestron, Neximage, ça s'appelle? Attends un petit peu, je comprends pas. La caméra pour prendre des photos planétaires, lunaires, là, de Celestron. Hein? Oui. J'ai un zoo, je pense que ça ferait le même effet. Hein? Oui, c'est ça, oui. La caméra zoo, je pense qu'elle est très, très appropriée pour ça. Mais est-ce que la caméra de Celestron est en couleur ou c'est en noir et blanc? Non, c'est en noir et blanc. Okay. C'est en noir et blanc. L'anaglyphe rouge et bleu sert uniquement pour créer l'effet 3D, pour que votre œil voit l'image rouge. Oui. Okay. L'œil gauche voit l'image rouge seulement, puis l'image droite voit l'image bleue seulement. Puis c'est votre cerveau qui additionne ça, puis qui fait une image noir et blanc. Okay. Mais ce qu'on aurait pu faire, c'est avec des filtres polarisants, mais là, il aurait fallu utiliser 2 canons, mais la technique est un petit peu plus compliquée. Je te remercie beaucoup, Martin.